Vous avez fait le bon choix sur Radio J, d'autant que nous vous proposons chaque jour une plongée dans l'histoire des Juifs de France, des épisodes concoctés par notre ami Christophe Dard, passionné d'histoire. Et Christophe, c'est plus précisément un portrait que nous vous proposons ce matin, celui d'un couple qui a changé le journalisme français de l'après-guerre. On parle de Françoise Giroud et de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors, dans les deux chapitres précédents, Christophe, nous avons parlé des origines et du parcours de ces deux personnalités charismatiques qui fondent en 1953 l'hebdomadaire L'Express, engagé en faveur de Pierre Mendès France, de la décolonisation et dévoilant un sujet encore tabou à l'époque, la torture en Algérie. Giroud et Servan-Schreiber sont également, Christophe, anti-gaullistes, une position à contre-courant, alors que le général de Gaulle est revenu en grâce au pouvoir en 1958. Et oui, effectivement, opposé à ce retour de l'homme du 18 juin, devenu président de la République en 1959, JJSS, hein. Si vous me permettez, on va l'appeler comme ça parce que c'est plus simple que Jean-Jacques Servan-Schreiber, voit son journal perdre en audience au début des années 1960, passant de 300 000 à 50 000 exemplaires. Et ce n'est alors pas le seul souci de Servan-Schreiber, car on l'a vu au précédent numéro, il laisse tomber un François Giroud, pas de la meilleure des manières, pas très classe tout cela, mais il doit aussi faire face à une guerre de succession familiale et les Servan-Schreiber perdent aussi le contrôle des échos qu'ils avaient pourtant fondés Mm. au début du siècle. JJSS se fâche aussi avec son mentor, Mendès France, divorce de Madeleine Chapsal. Bref, on le voit, les destins de Giroud et Servan-Schreiber sont liés, y compris dans ces périodes difficiles. Alors, l'Express n'est pas au mieux. Jean-Jacques Servan-Schreiber réfléchit de plus en plus à faire de l'hebdomadaire un Newsweek inspiré à la fois du Time américain et du Spiegel allemand. Françoise Giroud est convaincue, elle, que ce virage tourné vers les classes moyennes et plus seulement pour parler de politique est judicieux. En 1964, l'Express se transforme donc en News Magazine, une première en France, et de futurs grands noms d'ailleurs du journalisme, ils vont faire leurs armes, Jean-François Kahn, Catherine Ney, Michel Cotta ou encore Yvan Léveille. Ce virage qui permet à l'Express du coup de connaître un grand succès et une édition internationale est même lancée. En revanche, dans ses colonnes, l'Express reste toujours pro-américain et toujours anti-gaulliste et critique le pouvoir en place lors des événements de mai 68. Jean-Jacques Servan-Schreiber est un social-démocrate républicain qui veut moderniser la France. Il connaît un immense succès avec la publication en 1967 du Défi américain, un ouvrage dans lequel il dénonce le fossé technologique qui sépare la France des États-Unis. Il soutient la gauche non communiste et notamment l'un de ses chefs de file, François Mitterrand, même si lui penche pour une gauche plus centriste que celle de Mitterrand. Lui-même d'ailleurs qui a des velléités politiques. Jean-Jacques Servan-Schreiber se présente dès 1962 aux législatives en Normandie. Il n'est pas élu, mais au sein d'une formation centriste, le Parti radical valoisien, Servan-Schreiber est candidat à une législative partielle. On est en 1970 dans la première circonscription de Meurthe-et-Moselle. Et personne ne croit que ce Parisien parachuté puisse l'emporter face à un baron du gaullisme bien implanté, mais le charisme, le dynamisme et la modernité de Servan-Schreiber séduisent. Eh oui, il y a un petit côté Kennedy chez lui, un beau gosse, le garçon, finalement élu au second tour, réélu en 1973 et il siège au sein d'un groupe centriste, les réformateurs démocrates sociaux. Mais cette entrée en politique provoque une crise au sein de la rédaction de l'Express qui refuse toute tutelle politique et cela va entraîner du coup le départ de beaucoup de journalistes qui vont fonder d'autres news magazines, notamment Le Point. Alors, on arrive en 1974, après la victoire de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle. Jean-Jacques Servan-Schreiber est nommé ministre des Réformes dans le gouvernement de Jacques Chirac, mais il ne reste que 12 jours suite à un désaccord et son refus des essais nucléaires français dans le Pacifique. Chirac surnomme alors Servan-Schreiber le turlupin. Ce qui, du coup, on doit penser, doit pas être très très gentil. Effectivement, 12 jours, c'est pas beaucoup, c'est peut-être même un des records sous la Ve République. Et quelques semaines après, c'est Françoise Giroud qui avait pourtant appelé à voter pour François Mitterrand au second tour, qui entre, elle, au gouvernement, nommée secrétaire d'État chargée de la condition féminine, un poste qui n'existait pas avant et qui montre au passage la modernité que prétend incarner le nouveau chef de l'État dans la foulée de l'émergence des mouvements féministes de mai 68. Après mai 68, sujet d'ailleurs qui intéresse beaucoup Françoise Giroud. D'ailleurs, dans ce gouvernement figurent 5 autres femmes, la plus célèbre étant Ouais. bien sûr Simone Veil. Françoise Giroud qui a d'ailleurs beaucoup d'ambition quand elle arrive au secrétariat d'État et qui déclare: les femmes sont une catégorie à part et ce qu'il faut arriver à faire justement, c'est qu'elles cessent de l'être. Elle lance 101 mesures en faveur des femmes, comme la mise en place de droits propres, la lutte contre les discriminations, l'ouverture des métiers dits masculins, le gouvernement qui retiendra
80 de ses propositions. Mais son secrétariat d'État, Christophe, est doté de moyens limités. Il y a peu de coordination avec les autres ministères. Par ailleurs, Françoise Giroud est éclipsée par l'action, faut le dire, et la popularité de la ministre de la Santé d'alors, Simone Veil, hein. Et c'est avec une certaine déception que François Giroud quitte la condition féminine en 1976, mais elle retrouve un autre secrétariat d'État cette année-là, à la culture, dans le gouvernement cette fois de Raymond Barre. Et c'est à ce titre notamment qu'elle inaugure en 1977 le centre Georges Pompidou. Alors, on parle du côté donc de Jean-Jacques Servan-Schreiber à présent, même s'il n'est pas ministre ou secrétaire d'État, il est toujours actif, lui, en politique, président du Conseil général de Lorraine, député et président du Parti radical. La politique, c'est une affaire de famille, c'est Servan Schreiber, puisque même les femmes en font partie, ce qui est alors très rare pour l'époque, hein, alors qu'entre 1974 et 1976, 2% des femmes seulement, hein, 2,5 sièges au Sénat, eh bien, il y a deux Servan Schreiber à la Chambre haute, à la fois la sœur de Jean-Jacques, Brigitte, sénatrice des Yvelines, et Suzanne Crémieux, sénatrice du Gard, qui est sa tante, hein, à Jean-Jacques. Toutes les deux sont membres de la gauche démocratique. En 1977 va intervenir la plus grosse blessure de la vie de Françoise Giroud. On en a parlé, hein, après celle 20 ans plus tôt où elle avait dû avorter. Candidate aux élections municipales dans le 15e arrondissement de Paris à la demande de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Dornano, candidat pour être maire de la capitale face à Jacques Chirac. Elle est au cœur d'une affaire. Oui, une affaire, on peut dire, pardonnez-moi l'expression, mais assez dégueulasse. Un sénateur, compagnon de la Libération, qui porte plainte contre elle pour port illégal de la médaille de la Résistance, ce qui a provoqué donc un immense scandale. Pour la faire simple, Djenan Gourdji, qui est la sœur de Françoise, avait reçu la médaille de la Résistance pour avoir créé et animé un des premiers mouvements de résistance à Clermont-Ferrand en 1941, puis avoir été internée au camp de Ravensbrück en Allemagne nazie. C'est le centre de détention de femmes le Ouais. plus important à cette période. Selon des biographes de Françoise Giroud, une lettre reçue par leur mère prouverait que cette médaille aurait été attribuée aux deux sœurs. Françoise ayant rejoint le mouvement de Djenan Gourdji en 1944, mais celle-ci ne serait pas allée la chercher. Et voilà comment, du coup, ce sénateur, compagnon de la Libération, effectivement, prétendait que c'était un port illégal. Alors, bien sûr, elle est éclaboussée par cette affaire. Du coup, elle se retire des élections à Paris et elle doit même quitter le gouvernement. Donc, c'est Mm. quand même assez sévère, hein, sa bonne foi, qui sera d'ailleurs finalement reconnue. Le procureur classera l'affaire. Mais bien sûr, il est trop tard, hein. Vous savez, quand on est dédouané, ça fait deux pauvres lignes dans les journaux. Et François Giroud est finalement discrédité, hein. Pour Jean-Jacques Servan-Schreiber, lui, la fin des années 70 sonne également le glas des ambitions politiques. Il perd tous ses mandats en 1978 et 1979. Et comme il a vendu l'Express à un homme d'affaires américain, James Goldsmith, il n'a plus de tribune en fait pour s'exprimer. Et oui, oui, qui était un grand espoir. Certains le voyaient même président à une Mm. époque. Et bien là, effectivement, il se retrouve sans rien. Alors, il monte avec François Giroud une liste aux européennes. 1,8% en 1979. C'est pas resté dans les annales. Alors, du coup, il n'a plus d'argent. Il écrit des livres. Il participe à la création du Centre mondial informatique et ressources humaines dans les années 80. Un gouffre financier. Du coup, il va vivre quelques temps aux États-Unis et aussi, pendant 3 mois, de Noël 87 à Pâques 88, il vit à Jérusalem dans le cadre d'une mission universitaire au Moyen-Orient qui va d'ailleurs lui inspirer un livre, Le choix des Juifs. Si les années 80 ont été très difficiles pour Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Giroud, elle, est en pleine lumière grâce au succès de deux ouvrages par ailleurs, hein. La comédie du pouvoir où elle raconte les coulisses de son expérience de ministre, puis en 1983 avec Le Bon Plaisir. Et oui, il y a de quoi rire car dans cet ouvrage, elle raconte l'histoire d'un président de la République qui cache l'existence d'un enfant adultérin. Ça ne vous Ah rappelle oui. rien? Eh ben oui, Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand, que les Français ne découvriront que bien plus tard en 1994. Alors, bien sûr, François Giroud prétendra par la suite qu'elle ignorait la double vie de François Mitterrand, mais bon, le livre est paru en 1983, donc 2 ans déjà après le début du premier septennat de Mitterrand, et surtout l'ouvrage est publié, ça ne s'invente pas, aux éditions Incroyable. Mazarine. Incroyable. Alors Françoise Giroud est éditorialiste au journal du dimanche, puis au Nouvel Observateur, dont le patron est Jean Daniel, qui avait travaillé à l'Express d'ailleurs, hein. Elle meurt en 2003 à l'âge de 86 ans, des suites d'un traumatisme crânien. Jean-Jacques Servan-Schreiber, malade, hein, depuis plusieurs années, et là, il assiste aux obsèques. Ce sera sa dernière apparition publique. Il meurt à son tour 3 ans plus tard, en 2006. Il laisse 4 fils, le plus connu étant, hein, sans doute David, Mhm. médecin et auteur, décédé en 2011. Merci beaucoup Christophe pour cet épisode de l'histoire des Juifs de France. On se retrouve bien sûr demain sur Radio J.